Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va de nouveau parler d'un trouble de personnalité qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à aujourd'hui, dont on avait très peu parlé, pour ne pas dire jamais, il faut jamais dire jamais, je sais bien, la personnalité antisociale. Le trouble de la personnalité antisociale. Ce qu'on appelle aussi dans le langage usuel les sociopathes. Pathologie en lien avec la société. C'est quoi une personnalité antisociale? C'est un trouble de personnalité. C'est parmi les 10 troubles de personnalité dont on parle souvent sur cette chaîne, qui sont répertoriés en 3 groupes. En fait, là, on est dans le groupe B. On a souvent tendance à se cantonner des troubles qui sont dans le groupe B et dans le groupe C. Je vous rappelle que ce qui est dans le groupe A, c'est la personnalité paranoïde, la personnalité schizoïde et la personnalité schizotypique. Et je n'est pas impossible d'ailleurs un jour que je fasse une vidéo là-dessus, puisque les troubles de personnalité, c'est vraiment une clinique, une classification absolument passionnante, tout à fait intéressante, attrayante et absolument passionnante. Et on finira bien sûr cette vidéo, qui j'espère sera pas trop longue, sinon elle va être encore en 2 parties, mais par le diagnostic différentiel. Quelle est la différence entre une personnalité antisociale et une personnalité narcissique? Quelle est la différence entre une personnalité antisociale et un trouble borderline? Voilà, ça je sais que vous aimez, vous appréciez particulièrement ça. Bon, ça tombe bien, moi aussi, on décortiquera ça, ce sera vraiment la 2e partie, la fin de cette vidéo. Voilà, on finira là-dessus comme souvent on le fait, dans cette notion, avec ces notions de diagnostic différentiel entre les différents troubles de personnalité. Certes, il y a tellement de similitudes, mais il y a aussi quelques points qui divergent, et c'est en divergeant ces quelques points qui fait que, effectivement, on ne diagnostique pas quelqu'un d'un côté, mais plutôt d'un autre. Façon de parler, bien évidemment, c'est une image. On ne met pas des diagnostics comme ça par hasard. Tiens, mets-toi, toi, mets-toi là, toi, mets-toi là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, il y a des critères secs, si je puis dire, qui font que ça nous permet d'arriver à diagnostiquer une personnalité, quelqu'un qui présente des troubles de personnalité. Alors tout de suite j'entends une question, mais qu'on m'a déjà posée. J'entends la question, mais quelle est la différence entre un sociopathe et un psychopathe? Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pour certains cliniciens, il n'y a pas une vraie différence entre un sociopathe et un psychopathe. Et puis pour d'autres praticiens, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de clinique, c'est toujours une histoire d'œil, d'optique, hein, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a qui vont établir, non pas un certain nombre de différences, mais quelques différences. Et moi, j'aurais tendance à faire partie de ceux-là. Je pense que si d'ailleurs ces 2 mots-là existent, et que l'on pourrait certes rattacher, mais si les 2 mots existent avec une étymologie assez différente quand même, c'est pas pour rien. C'est il peut sembler y avoir une différence. Interrogeons cette différence dès le début de cette vidéo. Certes, pourquoi on a tendance à les associer, tout en les dissociant? Ce sont 2 troubles asociaux. Ce sont 2 troubles de personnalité antisociale. Certes. Mais est-ce que le mobile est le même? Est-ce que la logique est la même? Est-ce que la mécanique est la même? On pourrait penser que oui. Mais ne soyons pas superficiels. Analysons, creusons. Voyons au-delà de ce qui peut nous sembler superficiel. Effectivement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des différences, pour ne pas dire des divergences. Certes, il y a bon nombre de caractéristiques communes entre une sociopathie et une psychopathie. Certes, ces deux troubles, sont 2 troubles qui pourraient être caractérisés par le fait que l'empathie est de l'ordre de 0, pour l'un comme pour l'autre. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a une petite voix chez chacun, l'un des 2, le sociopathe ou le psychopathe, qui vient dire « Oh là, attends, d'accord, tu as envie de faire ça, d'accord, tu vas faire ça, mais est-ce que c'est bien de faire ça ?» Et bien là, il pourrait y avoir un petit différentiel. Parce que le psychopathe n'aurait pas cette petite voix. C'est pas une voix schizophrénique, on est bien d'accord, c'est la raison, c'est la morale, hein, le sens moral des choses. Voilà, tout en étant asocial, antisocial, certes, le sociopathe pourrait avoir, non pas respect du sens moral, mais connaissance du sens moral, qu'il
qu'il éclate, bien évidemment, mais il pourrait avoir connaissance de ce sens social. C'est-à-dire qu'il est rattrapé effectivement par une structure qui vient lui rappeler qu'il y a quand même des valeurs là-dedans. Alors lui, il ne les respecte pas, il s'en fout des valeurs, mais il les connaît. Alors que le psychopathe, il n'y a pas cette petite voix, il n'y a pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, il n'est pas du tout là-dedans. Voilà une différence notoire qu'on pourrait mettre en avant d'emblée dans cette différence entre sociopathe et psychopathe. Même faiblement, le sociopathe est susceptible d'entendre, d'être en contact avec ce côté « ça se fait pas ». Il s'en fout, mais il est en contact avec ça. Pas longtemps, faiblement, mais il y a un petit contact. Le sociopathe aura presque tendance à dire « moi j'en ai rien à foutre, il y avait telle règle, j'ai agi comme ça, c'est normal ». Voilà, il assumerait presque le fait effectivement d'avoir dépassé une règle, explosé une règle, pas respecté une règle. Quelque chose de très assumé, façon de parler bien évidemment, chez le sociopathe, alors que le psychopathe pourrait tenir un discours certes très manipulatoire, c'est totalement manipulatoire qu'il y a une forme de regret. Ça c'est très intéressant. Il est capable de parler de regret, mais en fait il ne sait pas ce que c'est, il ne le ressent pas, il en parle parce qu'il en a entendu parler. Il saisit comment les autres fonctionnent, voilà, il l'utilise, mais lui il ne le ressent pas pour autant. Voilà l'aspect pulsionnel, spontané du sociopathe, et notamment aussi l'aspect calculateur, froid, glacial du psychopathe. Mais il faut creuser, parce que ça, ce sont des généralités, comme d'habitude. Or, je vous l'ai toujours dit, la généralité ne répond jamais de la casuistique. C'est pas parce qu'on estime qu'un psychopathe, il est capable de parler de regret, vous allez rencontrer des psychopathes qui parleront jamais de regret. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ne confondez jamais, j'insiste là-dessus, j'insisterai toujours. Voilà les quelques éléments qu'on pouvait soulever de cliniques différentielles, potentielles, entre le sociopathe et le psychopathe. C'est toujours intéressant de voir tout ça. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va revenir sur le sociopathe. Certains peuvent le comparer au psychopathe. Moi, j'aurais tendance à les dissocier. Après, à chacun sa clinique, à chacun sa vision clinique, à chacun sa formation et à chacun ses outils à disposition pour diagnostiquer ou évaluer. Le problème, il n'est pas là. Voilà, chacun parle de lui-même, de sa clinique et de sa vision et de ses outils. Après, personne n'a ni raison ni tort. Toute la question, c'est qu'il y a plusieurs courants de pensée et qu'il est tout à fait souhaitable de respecter tous les courants de pensée. Voilà, les entendre, oui, et les prendre en considération, éventuellement, et en faire ce que bon vous semble du côté de la clinique ou du côté de la théorie. Alors, c'est une vidéo relativement descriptive, comme souvent d'ailleurs quand on parle d'une psychopathologie particulière, la question du sociopathe, du trouble de la personnalité antisociale, c'est quelqu'un qui, donc je vais décrire un certain nombre de phénomènes, et puis après on fera un petit peu de clinique différentielle, on regardera un petit peu rapidement les causes, et puis l'évolution bien sûr, et on fera un petit peu de clinique différentielle. Donc, la cause principale, il y en a tant et tant, c'est un non-respect des règles. Un mépris des règles sociales. Un mépris des personnes et un mépris des règles sociales. Voilà. Ça existe, il en a connaissance, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, comparativement au psychopathe. Le mépris des règles, c'est quoi? Le mépris des personnes, c'est que c'est indigne pour la personne, pour le sociopathe, pour la personnalité antisociale, c'est indigne de considération. Je sais quelque chose, mais c'est totalement indigne de considération. C'est pas mon problème. Mon problème, il est ailleurs. Cette règle, cette personne, ce qui se passe, qu'elle ressent, ces choses, c'est pas digne d'attention. Ce mépris, il est le fruit d'une émotion négative vis-à-vis de la règle, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis, voilà, il y a vraiment une émotion négative, il y a un regard négatif sur tout ça. C'est pas structurant, au contraire, c'est là pour faire chier, c'est là pour pourrir la vie, quoi. D'où l'intérêt pour le sociopathe, pour la personnalité antisociale, d'outrepasser les règles ou les comportements sociaux, la norme, hein, d'une certaine manière, parce que voilà, tout ça est profondément emmerdant, donc il faut allègrement dépasser tout ça à des fins stricto sensu personnelles. Donc c'était vraiment une émotion négative à l'égard des règles ou des personnes ou d'une personne en particulier. Alors le mépris des règles, le mépris du droit, le mépris des droits des autres, voilà, c'est pas son problème. Voilà. On s'assoit gentiment, allègrement sur tout ça pour pouvoir en tirer un bénéfice personnel. Et sans culpabilité aucune, d'où le trouble antisocial, contre les règles des personnes et des êtres humains,
et les règles sociales, pour organiser la société. Mais lui, il n'organise pas, le sociopathe, il n'organise pas la vie en société, il s'en fout. Lui, il cherche à tirer un bénéfice de quelque chose. Donc on retrouve bien évidemment un non-respect des lois. Les lois, c'est quoi ce truc-là? Voilà, c'est fait pour m'emmerder, donc je m'en émancipe. Voilà, donc ils sont vraiment toujours limite, limite, limite. Ils sont souvent en infraction, ça ne veut pas dire qu'ils se font gauler, hein, qu'ils se font avoir, mais ils sont souvent en infraction. Quand ils se font gauler, ils ont des ennuis avec la justice, mais ça ne les empêche pas malheureusement d'être dans la récidive et de recommencer. C'est le problème. Forcément, puisqu'il y a toujours ce non-respect des lois, des règles, des personnes, des biens et tout ce qui s'ensuit. Les biens de l'autre, les droits de l'autre, c'est comme si c'était les siens, il en fait ce qu'il en veut. Voilà, si un bien, la voiture qui appartient à quelqu'un, donc on n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est la voiture de quelqu'un, c'est son bien, lui il peut la casser, c'est pas un problème pour lui. Alors ce sont des personnes bien évidemment très impulsives, très impulsives pour ne pas dire très agressives. Voilà, souvent très bagarreurs, n'est-ce pas? Et voilà, qui se mêlent à des bagarres et ainsi de suite. Alors il ne faut pas confondre bagarreur avec défendre quelqu'un dans une situation bien précise. Se défendre soi-même ou défendre quelqu'un dans une situation bien précise. Se défendre soi-même ou défendre quelqu'un, venir au secours de quelqu'un n'en fait pas une personnalité antisociale, nous sommes d'accord. Par contre, créer, susciter, générer de la bagarre, ça effectivement c'est le fruit d'une personnalité antisociale, du sociopathe. Entre autres, hein, ce sont des généralités, on est d'accord. Alors bien souvent, le sociopathe, c'est un menteur, il ment énormément. Il trompe, il aime tromper l'autre aussi. Il aime énormément tromper l'autre et notamment il joue beaucoup sur les identités. Il utilisera souvent l'identité de quelqu'un d'autre, il se fera passer pour quelqu'un d'autre sous un pseudo ou ainsi de suite. Il aime tromper l'autre. Voilà. Il n'apparaît pas toujours sous son propre nom. Voilà, il tire vraiment un bénéfice à œuvrer comme ça de manière entre guillemets masquée. L'intérêt de tromper l'autre. D'utiliser l'autre, certes, mais de tromper l'autre. Alors certes, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur, voilà, et qui cherche à escroquer. Voilà. Sans foi ni loi, c'est pas un problème, escroquer, à des fins personnelles. Alors c'est quelqu'un qui, effectivement, œuvre beaucoup sur la provocation, qui fonctionne beaucoup avec la provocation. Voilà, il cherche à créer la bagarre, ou il cherche à provoquer, à générer une réaction. Fauteur de troubles, comme dirait l'expression. Fauteur de troubles social. Alors, il a aussi souvent des comportements très à risque, alors soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres. Donc soit par rapport à lui-même, excès de vitesse et compagnie, utilisation de psychotropes, utilisation d'alcool, ainsi de suite, addiction et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc il se met en danger. Mais il peut mettre les autres en danger, notamment quand il est au volant de sa voiture, par exemple, il ou elle, hein, peu importe. Alors c'est plutôt là, on n'est pas dans du 50-50, c'est plutôt une caractéristique masculine. Pour une raison d'ailleurs très simple, les femmes en règle générale sont moins agressives, moins impulsives. Il y en a, hein. J'ai pas dit 100% les mecs et 0% les femmes, hein. Non, non. C'est que c'est plutôt un trouble masculin. Ah, plutôt un trouble masculin, ça pourrait faire un espèce de 70%, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas un savant 50-50 en tout cas. Voilà, s'il est en voiture et roule à fond, il ne se souciera pas de la voiture qui est en face, des piétons, ainsi de suite. C'est le problème. Voilà. C'est quelqu'un qui effectivement prend des risques, il n'est pas très responsable en règle générale, c'est-à-dire qu'il peut avoir un enfant à charge, et puis à la limite, bon, bah, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller jouer au bar PMU d'à côté, donc je laisse mon gamin 2 ans, 3 ans, tout seul à la maison, c'est pas un problème, voilà. Et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose il y a un côté pas responsable, irresponsable en fait. Il n'assume pas ce qu'il a fait, voilà, il expliquera qu'il a été porté par telle intention, mais effectivement, ce qu'il a mis en place, il vulgarisera souvent les choses, voilà. Il rationalisera, bon ça va, c'est pas grave, il s'est rien passé, ça va, il n'est pas mort, ça va, ok, voilà, il rationalisera, il vulgarisera beaucoup. Il y a une absence de remords, hein, on l'a soulevé, ils ne sont pas responsables, et il y a souvent une vulgarisation, une rationalisation de ses actes et de ses paroles. Mais c'est pas grave, mais c'est rien, mais voilà, mais des fois c'est extrêmement désarçonnant, c'est cynique, parce qu'ils mentent énormément, mais il fallait pas me croire, mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as cru. Voilà, c'est pas moi j'ai agi comme ça, non, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as cru, mais il fallait pas me croire. Ou alors des phrases, vous savez, extrêmement violentes en fonction de certaines situations de préjudice. C'est dans la vie, il y a toujours un perdant. Vous voyez des phrases comme ça, voilà, d'ailleurs c'est toi le perdant, voilà. Et le gagnant c'est moi, voilà, il y a toujours un perdant, voilà. D'autres phrases désarçonnantes comme ça, où, bah oui, c'est la vie. Voilà, il y a son lot de contrariétés, il y a son lot de tracas, bah voilà, t'as des tracas. Je sais pas, voilà, c'est moi, mais c'est pas un problème que ça soit moi, voilà, t'as des tracas. Te plains pas, t'as des tracas, c'est la vie. Des phrases extrêmement désarçonnantes que ce type de personnalité, d'organisation psychique est capable de sortir dans des moments, dans des situations de crise, après avoir agi et sans remords.
Voilà, ils sont très très irritables et dans mille et une situations, ils peuvent dégoupiller et être très très agressifs, très très irascibles, très très agressifs. Alors ils sont souvent addicts, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont souvent addicts à des consommations de psychotropes, voilà, de toxicomanie, d'alcool, tout un tas de choses, voilà, donc ça aggrave encore plus les choses. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs par rapport à ça, au niveau diagnostic presque différentiel, c'est que quelqu'un qui a un comportement antisocial quand il est sous substance n'est pas quelqu'un d'antisocial. Quelqu'un d'antisocial, c'est quelqu'un qui doit être diagnostiqué, ou du moins on doit avoir des critères de recherche, des informations avant qu'il soit sous substance. S'il est sous substance et qu'il est antisocial, mais quand il n'est pas sous substance, il est calme, tranquille, respectueux, ce n'est pas une personnalité antisociale. Nous sommes d'accord. C'est vraiment quand la personne a déjà montré des troubles. D'ailleurs, au niveau du diagnostic, c'est toujours... non, c'est jamais diagnostiqué avant 18 ans, on est bien d'accord. Et on cherche toujours une chose, alors on regarde ce qui se passe, quelles caractéristiques présente, quel comportement présente la personne, le sujet en lui-même, et puis qu'est-ce qu'il en raconte potentiellement, en fonction des situations, bien évidemment. Mais surtout, est-ce qu'avant 15 ans, l'âge de 15 ans, il y avait déjà des troubles de comportement? Il y avait déjà des signes. S'il y a quelques signes, des troubles de comportement à l'école, le non-respect des règles, aucune empathie, se dédouaner d'un certain nombre de choses, agir à ça de manière cavalière et ainsi de suite, effectivement, on peut arriver à diagnostiquer à partir de 18 ans, et eu égard au fait que le trouble n'est jamais réellement disparu et qu'il soit ancien, une personnalité antisociale. Quelqu'un qui effectivement commence à avoir ce genre de comportement à partir de 18, 19, 20 ans, c'est plus intriguant déjà, parce qu'il n'y a pas de racine, en fait, si vous voulez. Donc pour le diagnostic, ça va être beaucoup plus compliqué à poser, en fait, si vous voulez. Quelqu'un qui, par exemple, c'est pareil, il y a une schizophrénie qui s'organise, ou un syndrome paranoïaque, une structure paranoïaque qui se met en place, effectivement, et qui va présenter des caractères antisociaux, c'est pareil, on ne va pas le considérer comme une personnalité antisociale, parce que ce trouble de personnalité antisociale serait le fruit de cette structure schizophrénique ou paranoïaque qui se met en place. C'est très intéressant de comprendre ce genre de phénomène clinique. Alors, avant de parler de diagnostic différentiel, effectivement, on va parler des causes et, bien évidemment, du devenir. Alors, les causes, bien souvent, bon, ce sont des enfants, effectivement, qui ont été dans des structures familiales où la loi s'appliquait de manière tout à fait particulière, un coup très strict, par exemple, et un coup je m'en foutiste, des parents très absents, des parents négligents, potentiellement, ou un des parents très négligents, des parents beaucoup trop stricts, beaucoup trop maltraitants, malveillants, inconsidérants. Tout ça sont des structures familiales qui expliquent ce type de développement psychologique. Vous savez très bien qu'un enfant qui présente des troubles de comportement quand il est enfant, ça relate quelque chose. Il faut le voir, le prendre en charge le plus rapidement possible et le voir le plus rapidement possible. Que se passe-t-il et comment aider cette personne qui semble en souffrance en ne respectant pas les règles? Imaginez que les parents soient eux-mêmes très irascibles, très réactionnaires, très agressifs, tenant un discours antisocial, contre la société, les lois sont faites pour être détournées, les gens s'en foutent, on ne les respecte pas. Effectivement, tout ça induit le type potentiellement de comportement que ça peut générer. Ce sont des signes annonciateurs et ça aggrave bien évidemment ce genre de perspective, ce genre de structure. Voilà, ce sont des hypothèses de travail bien évidemment, mais qui semblent relativement crédibles. Le devenir, alors bien évidemment avec l'âge, les choses peuvent être susceptible de s'améliorer, mais ce n'est pas une garantie. On est bien d'accord. De toute façon, les garanties, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas une garantie. Mais les choses évoluent un petit peu. Il y a une espèce de rationalisation qui se met en place. C'est absolument pas gagné, parce qu'il y a des gens qui, avec l'âge, sont de pire en pire. C'est toujours pareil. Troubles sociaux, ainsi de suite, ceci, cela. C'est toujours extrêmement compliqué. Après, il faut toujours arriver à évaluer aussi une chose très intéressante, c'est l'aspect socio-économique, économico-social des choses. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est dans un environnement économique, donc qui n'a pas à se soucier de ce qu'il va avoir dans son assiette, ne va pas avoir le même type de développement, la même survie pour manger, pour se nourrir, ce sont des besoins vitaux, alors que quelqu'un qui va être dans la précarité, il va avoir, malheureusement, être face à l'obligation pour sa survie, de voler, de mentir, de détourner, d'utiliser les autres à des fins qui lui sont personnelles. Donc au niveau du diagnostic, c'est toujours intéressant de voir dans quel espace agrandit la personne.
Et plus effectivement, alors c'est pas pour excuser, hein, c'est pour comprendre, mais plus effectivement on pourra trouver à la limite, non pas des circonstances atténuantes, mais quelqu'un qui ne fera pas appel à des mécanismes de subterfuge pour avoir absolument à manger dans son assiette, de la même manière que quelqu'un qui est sûr d'avoir à manger dans son assiette parce que les parents sont là, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il a un beau métier, voilà, au cas où il est plus de 25, 30 ans et qu'il a un beau métier, voilà. Et ça va rentrer aussi en ligne de compte pour le diagnostic qu'on va poser sur la personne. Bien évidemment, le devenir, indépendamment de la question de l'âge, bien sûr, c'est aussi la question de la prise en charge. Il faut que la personne accepte d'être prise en charge. C'est pas infaisable, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une vraie grosse prise en charge, et c'est un gros travail thérapeutique. Pour effectivement canaliser l'aspect pulsionnel aussi, il peut y avoir une aide médicale, médicamenteuse, qui peut être très utile aussi. Alors on peut passer maintenant au diagnostic différentiel en essayant de différencier ces personnalités qui se ressemblent, ces traits de personnalité qui se ressemblent, mais qui néanmoins ne sont pas totalement identiques. C'est pas pour rien qu'il y en a 10 des troubles de personnalité, c'est pas anodin. Voilà, il peut y en avoir plusieurs, hein. On peut être diagnostiqué subséquemment de plusieurs troubles, hein. On est d'accord. Alors, pêle-mêle, le diagnostic différentiel. Alors, vous allez me dire, à juste titre, il y a pas mal de vidéos qui tombent sur cette chaîne, une bonne dizaine sur les personnalités narcissiques. Alors, personnalité narcissique, c'est un trouble de personnalité. Donc, retrouver des traits, des traces, des comportements dans un type de trouble de personnalité et de les comparer avec un autre, c'est logique, voilà, ça ne veut pas dire que ce sont exactement la même chose. Donc ils ont des traits communs, tout en ayant des traits communs, il y a quand même il y a quelque chose qui est dissocié, il y a quelque chose qui est différent. Et c'est ça qu'on va chercher à trouver, et c'est en trouvant ces différences-là qu'effectivement on peut mieux diagnostiquer. Tout comme je le dis, je le redis, une personne peut être effectivement diagnostiquée de au moins 2 ou 3 troubles de personnalité. C'est possible. Voilà, c'est pas 1 et terminé. Non, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Voilà, ça peut être 4. Voilà, ça c'est possible. Alors, le diagnostic différentiel avec le pervers narcissique, la personnalité narcissique, alors les similitudes sont pléthoriques. Menteur, bigame, manipulateur, œuvrant à des fins personnelles, et ainsi de suite. Pléthorique. Après, le sociopathe, la personnalité antisociale, elle ne va pas être soucieuse de la même manière de l'image que vous lui renvoyez de lui. Alors que la personnalité narcissique va être vraiment très soucieuse de ça. Vu que son narcissisme est atrophié, elle va avoir besoin du regard, la personnalité narcissique va avoir besoin du regard que vous portez sur elle, sur la personnalité narcissique. Hein, c'est pas féminin, c'est 50-50 là-dessus, on est d'accord. Dans antisocial, c'est 70-30 façon de parler, mais la personnalité narcissique, c'est 50-50. Donc, la personnalité antisociale, que vous l'aimiez pas, que vous la détestiez, que vous soyez amoureux d'elle, il s'en fout. C'est pas son problème principal. Alors que la personnalité narcissique va être soucieuse de ce que vous lui renvoyez de lui. Dans la continuité de cette logique-là, mais c'est pas exactement la même chose. La personnalité antisociale, ce que pense la société d'elle, elle en n'a rien à foutre, pardon pour l'expression. La personnalité antisociale se fout royalement de ce qu'on va penser d'elle. C'est pas son problème. La personnalité narcissique va être extrêmement soucieuse de ce qu'on va penser d'elle. D'où effectivement les fameuses situations catastrophiques où quelqu'un reçoit la misère quand il est à la maison, se fait insulter, rabrouer, casser, et ainsi de suite, violenter parfois malheureusement, alors que la même personne, le PN, en société, c'est nickel chrome, c'est le mec génial, c'est la nana géniale, c'est toujours la petite blague, toujours prêt à rendre service, toujours serviable, toujours soucieuse, toujours gentille, toujours sourire, toujours ceci, toujours cela. Voilà une différence notoire entre la personnalité antisociale et la personnalité narcissique. Le calcul n'est pas le même. La personnalité antisociale, elle a besoin de vous pour un service, pour tirer un bénéfice pour quelque chose, point barre. La personnalité narcissique a besoin de vous pour être le réceptacle de ce qu'elle va déposer sur vous, de bien souvent de ce qui ne lui plaît pas d'elle-même, et qui va effectivement être dénié et projeté sur l'autre, l'autre étant le réceptacle de ce qui est nuisible
pour la personnalité narcissique. Il faut s'en débarrasser, je ne garde pas ça pour moi, et c'est toi qui vas réceptionner ça, et je te vois avec ça, et c'est bien souvent pour ça que la personnalité narcissique vous voit d'un très mauvais œil en vous disant que vous êtes un manipulateur, une manipulatrice, une personnalité narcissique, que vous voulez lui nuire, que votre esprit est salace, il est voilà, catastrophique, innommable, et tout ce qui s'ensuit. C'est le fruit d'une projection. Donc elle a besoin de vous pour venir déposer ça, pour que vous soyez son réceptacle de sa colère, de son agressivité, de tout ce qui s'ensuit. La personnalité antisociale ne va pas utiliser la personne qu'elle a en face de lui à ces fins-là, mais pas du tout. C'est je récupère mon bénéfice, le truc, la promo, le truc, le bénéfice, l'avantage, le machin, l'objet, peu importe, mais c'est tout. Il n'y a pas de je dépose ce que je n'aime pas de moi-même sur ta personne. Très intéressant, c'est diagnostic différentiel. Autre critère très intéressant dans ce diagnostic différentiel entre la personnalité antisociale et la personnalité narcissique, certes ils sont séducteurs, certes ils sont menteurs, manipulateurs, ils œuvrent à des fins personnelles, l'empathie est de l'ordre de zéro, les similitudes sont pléthoriques. Néanmoins, on cherche du différentiel, clinique différentielle, pas clinique concomitante, clinique différentielle. Entendez bien ça, vous êtes de vrais cliniciens, maintenant je suis content de ça. Bon, si je peux vous être utile, eh bien, c'est que la personnalité narcissique, elle est tellement soucieuse, effectivement, de ce qu'on pense de lui, qu'elle va être très calculatrice, beaucoup plus que la personnalité antisociale qui part au quart de tour, spontanée, irascible, et tout ce qui s'ensuit, mais la personnalité narcissique va être beaucoup plus calme. Alors à la maison, elle est capable, à la maison ou dans un huis clos, elle est capable d'exploser littéralement, mais globalement, c'est quelqu'un qui va plutôt être modéré dans son comportement. Calculateur, mais relativement modéré. La personnalité antisociale part en sucette au quart de tour, c'est pas son problème, et ainsi de suite, et hop, l'émotion l'emporte. La personnalité narcissique est dans le calcul, donc l'émotion c'est une chose, dans un huis clos, donc elle sait bien dans quel contexte la personnalité narcissique elle peut déverser les choses, mais elle prendra soin, il y a cet état de conscience d'une certaine manière, dans quel cadre je suis. Est-ce que je peux me laisser aller? Est-ce qu'il y a des témoins ou est-ce qu'il n'y en a pas? Quelque chose de très calculé. Tout en étant dans le déni, la personnalité narcissique, on en parle souvent, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, et la projection, il y a néanmoins une prise de conscience sur le moment, dans quel cadre je suis et comment je peux être. À quel degré je peux me laisser aller. Et ça, c'est très intéressant de comprendre ça, et notamment en clinique différentielle. Autre grande différence, c'est génial la clinique différentielle, c'est que la personnalité narcissique, par rapport à la personnalité antisociale, la personnalité narcissique, avant 15 ans, il n'y a pas de signe. Elle respectait les règles, elle était dans son coin, faisait pas trop de bruit, pas de vagues, pas plus que ça, alors que la personnalité antisociale, à moins de 15 ans, elle foutait déjà un gros bordel. Elle respectait pas les règles, elle cognait, elle était agressive, la personnalité antisociale, et ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant de s'en rendre compte. Vous voyez, même s'il y a des similitudes assez énormes, assez pléthoriques, il y a au moins 5 points qui ne sont pas communs. Et ces 5 points qui ne sont pas communs, effectivement, permettent de les dissocier et de diagnostiquer soit d'un côté, soit d'un autre. C'est technique, c'est clinique. Alors la personnalité antisociale par rapport à la personnalité borderline, qui est aussi un autre trouble de personnalité, il y a une vidéo qui tourne sur cette chaîne, qui a été diffusée il n'y a pas très longtemps. Il y a des différentiels, il y a un différentiel. Lequel? La personnalité border, elle a des traits, des similitudes évidentes. Donc la personnalité border va œuvrer vraiment pour qu'il y ait, les deux visent un but, bien sûr, mais l'intérêt n'est pas le même. Pour la personnalité antisociale, c'est l'objet pour l'objet, la promotion, le bénéfice, peu importe, la plus-value, peu importe, voilà. Alors que la personnalité border va rechercher plutôt de l'humain, pas l'objet, pas le service, plutôt de l'humain. Voilà, qu'on s'occupe d'elle, qu'on s'intéresse à elle, quitte à ce que ça soit tumultueux, mais effectivement, il y a une recherche de contact, il y a un accompagnement, il y a un besoin de l'autre. Alors que la personnalité antisociale vous expliquera qu'il n'a pas besoin des autres. Voilà, il veut récupérer tel truc, les autres, je m'en fous. Ça n'existe pas, ça n'a pas la même valeur, ça ne joue pas le même rôle. Le rapport à l'autre est complètement différent. Donc c'est très intéressant de se rendre compte de ce différentiel entre la personnalité border. Et c'est résumé, c'est simplifié, hein, les amis, parce que sinon on s'en sort pas. On est d'accord, déjà on fait de la clinique différentielle, ce qui n'est pas chose simple, mais à la limite, c'est toujours intéressant de se rendre compte. C'est une généralité, c'est une généralité. Attention, ne croyez pas qu'à chaque fois que vous êtes confronté à une situation comme celle-là, elle va ressembler exactement à ce que je vous raconte là. C'est une généralité. Une généralité ne répond pas toujours de la casuistique. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Voilà, il y a des gens qui vont fonctionner différemment. Et puis il y a des gens qui peuvent d'ailleurs être estampillés personnalité borderline et personnalité antisociale. Soyons aussi d'accord là-dessus.
Donc certes, les deux manipulent, mais la demande d'aide n'est pas la même. Un n'a pas besoin d'aide, c'est donne-moi l'objet, donne-moi le bénéfice, donne-moi ce dont j'ai besoin, et l'autre est plus dans une recherche, une attente d'aide de la part de quelqu'un. Ça, c'est très important de se rendre compte. Pour obtenir finalement de l'attention, voilà, il y a ça chez le border. Il est en souffrance et il cherche à compenser, non pas sur le terrain du matériel, ils sont très manipulateurs tous les deux, très menteurs et tout ce qui s'ensuit, mais plus sur un terrain relationnel. Globalement, hein. Vision générale des choses. Alors par rapport à la personnalité histrionique, dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, et souvent d'ailleurs les gens m'ont dit quelle est la différence entre une personnalité narcissique et une personnalité histrionique. On y reviendra quand on fera une vidéo sur la personnalité histrionique. Voilà, mais en tout cas, entre la personnalité antisociale et la personnalité histrionique surjoue énormément ses émotions, ce qui n'est pas du tout le cas de la personnalité antisociale. Et puis à la limite, la personnalité histrionique, elle ne va pas se mettre en jeu, elle ne va pas jouer avec les règles à ce degré-là. Elle ne va pas prendre de risques sur ce terrain, comme peut le faire effectivement la personnalité antisociale. Donc on pourrait retrouver rapidement deux axes de réflexion, deux constats qui font que ce sont deux organisations, si je puis dire, différentes. La personnalité histrionique sera un petit peu comme la personnalité border sur ce terrain-là. Il y aurait une recherche de profit, de bénéfices relationnels. Voilà, utiliser l'autre à des fins personnelles. Relationnellement, c'est nourrissant. Voilà, la personnalité narcissique aussi pourrait être comme ça. Mais alors que la personnalité antisociale, elle, c'est vraiment l'objet pour l'objet. Le pognon, détourner de l'argent, récupérer de l'argent, falsifier quelque chose, peu importe, un bénéfice du côté de l'objet, pas du côté du relationnel, du côté de l'objet. Donc histrionique et personnalité narcissique et borderline, eux seraient les trois plutôt dans une recherche relationnelle, combler, compenser quelque chose de l'ordre du relationnel, même si ça n'empêche pas le pervers narcissique lui-même aussi d'être dans le bénéfice de récupérer une promotion, un objet, de l'argent, un bénéfice, un service et tout ce qui s'ensuit. Là, ça le rapprocherait de nouveau de la personnalité antisociale. Rapprocher ne veut pas dire c'est la même chose puisqu'on a vu les différences ensemble tout à l'heure. La clinique différentielle, c'est absolument génial. La personnalité border, effectivement, elle est un petit peu plus, elle est instable dans son couple. La personnalité antisociale, même si honnêtement, c'est elle qui drive, hein, voilà, elle peut paraître plus stable. Voilà, une stabilité à sa manière, on est bien d'accord, mais si on compare les deux, l'antisocial pourrait être plus stable dans les couples que, effectivement, par rapport à la personnalité border. Pour une raison aussi très simple, les deux sont très pris par l'émotion, mais la personnalité border peut sembler effectivement plus sensible à son tissu, à son terrain émotionnel extrêmement fort. Et émotionnel, voilà. Alors qu'effectivement, c'est une agressivité, l'agressivité c'est une émotion, mais là ça serait plutôt l'agressivité. Mais au niveau émotionnel, il y a plus de stabilité chez l'antisocial que chez le border. Par contre, les deux ont un trouble d'agressivité, qui est une émotion, hein, on est bien d'accord, voilà, de colère, qui est une émotion, bien évidemment, mais en tout cas, au niveau émotionnel, la personnalité antisociale est un petit peu plus stable. Enfin, pour finir, la personnalité antisociale par rapport au trouble de personnalité paranoïde du groupe 1, hein, on en a parlé tout à l'heure très furtivement, voilà, il pourrait y avoir aussi cette petite trace, cette caractéristique d'aspect antisocial, mais ça ne serait pas du tout cultivé de la même manière, pas pour récupérer un objet, c'est pour cultiver le fruit d'une pensée paranoïde, hein, un scénario paranoïde, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un groupe, et ainsi de suite. C'est pas du tout la même chose, le profit n'est pas le même, c'est une action en lien avec une pensée, alors que l'autre est dans un profit. La personnalité antisociale, c'est un profit par l'objet, le service, l'argent, un bénéfice, une promotion et tout ce qui s'ensuit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo extrêmement technique qui m'a pris du temps pour essayer de ramasser toutes ces informations-là, plus ou moins. Prenez tous un immensissime soin de vous. À très bientôt.